Alors, dis-nous tout, Léa Bello. Eh bien, je m'appelle Léa Bello, je suis vulgarisatrice par professionnelle, c'est ça que tu veux dire, hein, Ouais, professionnelle. ouais. Ça veut pas dire que tu le fais bien, mais ça veut dire que tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est ça, c'est mon métier. On n'a pas les compris. Et donc, j'en fais mon métier. Je fais de la vulgarisation. Je suis scientifique de par ma formation. C'est bien parce que tu écoutes vachement quand je discute. Non, mais je t'écoute. Non. Et je sais pas quoi dire d'autre si tu veux poser des questions après. Eh bien, alors, je pense que déjà tu peux nous... Je fais surtout de la vidéo, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu as plein de projets. Transition. Mais les projets, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. De transition. Il est excellent. Okay. Je pense que déjà, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que vous avez du coup difficilement? Non, c'est pas vrai. Eh bien, j'ai commencé par faire des sciences. Je suis allée jusqu'au doctorat. J'ai fait mon doctorat. Après, en géophysique. Voilà. Et pendant mon doctorat, j'ai commencé à m'intéresser très fortement à la médiation, à la vulgarisation. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Donc, pendant mon j'ai fait 8 mois de postdoc. Et là, j'ai commencé à faire ça un peu professionnellement. Au lieu de faire de l'enseignement, je faisais ça. Et après, je suis partie, j'ai fait un Master 2 de communication scientifique. Culture et communication scientifique. C'est son projet. Et à partir du Master 2... là, après, voilà, j'ai trouvé un boulot, j'ai travaillé un peu pour le CNRS, voilà, et j'en suis arrivée à... J'ai le droit de parler du coup des projets. Tu peux y aller. Et là, juste non. En 2017, le CNRS m'a proposé de participer au lancement de la chaîne Zeste de Science. Et donc voilà, donc je suis rentrée professionnellement dans la vulgarisation scientifique sur YouTube. Et donc Zeste de Science, qui s'appelle maintenant Zeste de Science, les séries originales du CNRS. Ah, c'est important de préciser. Voilà. Non, mais parce que c'est une chaîne produite par le CNRS, ouais. Et moi j'incarne et j'écris une des séries qui s'appelle Zeste de Science comme la chaîne, mais il y a d'autres séries sur la chaîne. Et voilà, et donc là maintenant je fais ça, c'est une partie de mon travail et j'ai plein d'autres projets. Comme cool. Ça fait ouais. du teasing, je vais en parler après. Est-ce que le chat peut poser des questions à Léa ou pas? Le chat peut totalement poser des questions à Léa. La première question, c'est M2 ou ça? Cléora, MX1, le M2 ou ça? Le M2 de Grenoble, à l'Institut de la communication et des médias de Grenoble, ça s'appelle... c'est information et communication, spécialité culture et communication scientifique et technique. C'est le meilleur. Non, c'est un excellent M2 d'ailleurs. Il y a des excellents profs qui vont faire une semaine créative en décembre. Voilà, parce que c'est nous en décembre. C'est la blague. Donc là, je suis respecté la blague. Et donc sinon, c'est un des 4 M2 qui fait ce type de formation en France. Il y a Bordeaux, Strasbourg, mais qui est un peu en train de disparaître. Paris qui fait plus du journalisme. Paris d'Hydro. Et Grenoble. Ouais, Paris d'Hydro. Grenoble. Et je crois que maintenant il y en a qui sont en train de se créer à Montpellier ou Toulouse et Marseille. Et c'est que ce genre d'études, qu'est-ce que ça t'apporte en soi? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Moi j'avais fait de la médiation, j'avais créé une asso de médiation à Lyon, mais c'était tout, j'avais tout appris sur le tas, et là j'ai eu des trucs vraiment plus carrés sur des compétences que j'ai acquises par exemple en graphisme, en vidéo pour faire de la vidéo, mais c'est tous des trucs qu'on peut aussi apprendre nous-mêmes. Par contre ce que ça a vraiment apporté c'est un réseau pour trouver du boulot, et puis tout un background beaucoup plus scientifique, social en fait, un peu de recul sur c'est quoi la sociologie des sciences, la philo des sciences, des lectures d'auteurs, des choses pour prendre un peu de recul sur ce qu'est la science, parce que jusque-là moi j'étais vraiment le nez dans le guidon à faire mon doctorat et tout, et j'avais pas forcément pris de recul sur la façon dont
la société peut recevoir les sciences et donc sur qu'est-ce que c'est vraiment la médiation. Après, voilà, c'est différent du fait de le faire aussi. Ok. Tu as fait une thèse. Oui. Tu as fait une thèse. Sur quoi? Alors, j'ai le titre. Vas-y, lis-le. Il fait pas trop peur, mon titre. Non. C'est la géophysique, Prédiction des structures convectives terrestres, c'est ça? Prédiction des structures convectives terrestres. En fait, c'est dans le manteau terrestre, il faudrait préciser, parce que c'est un peu... Mais l'idée, c'est de voir si on peut prédire les mouvements des plaques en surface de la Terre à partir de modèles de ce qu'il y a tout en dessous, de l'intérieur de la Terre. Donc c'est des modèles physiques, puisqu'on y a assez peu accès. Et à partir aussi de l'enregistrement, des données historiques qu'on a sur les mouvements de surface de la Terre. Et du coup, on peut. Voilà. Alors du coup, on peut, mais l'idée... Mais pas en 3 ans. Mais pas avec une assez bonne précision. Je pourrais pas te dire où est-ce que ça va bouger demain. Pas à l'échelle des séismes, par exemple, qui sont pas prédictibles. Mais par contre, on peut te dire dans quel sens va telle plaque, où est-ce qu'elle peut arriver au bout de... Voilà. Et on a une précision, une bonne précision à l'échelle de 10 millions d'années, ce qui est assez peu à l'échelle de la Terre. Voilà, donc on peut faire des prédictions, mais en fait, même toutes les images qu'on voit souvent sur Internet, des prédictions de comment vont se mettre les continents dans les prochains millions d'années, c'est une des possibilités. Et en fait, nous, on faisait plein de modèles, comme la météo, et on essaye de trouver celui qui va le mieux fitter, et donc là, coller avec ce qu'on a comme données. Cool. Oui. Tu penses est-ce que ta thèse, ou en tout cas tout le travail de recherche te sert dans ton travail de vulgarisatrice? Au moins la méthode, je sais pas. Ouais, la connaissance du milieu aussi. Ouais. Le fait de savoir lire des publics scientifiques, de savoir comment c'est écrit, qu'est-ce que ça veut dire derrière quand on a écrit juste une méthodologie. Enfin, je sais aussi que derrière, ça veut dire des mois et des mois de recherche pour en arriver là. Quand on voit un article scientifique, on n'a que la fin, quoi. Donc il y a tout ça. C'est plus facile pour discuter du coup avec les chercheurs. Mais parce que tu fais un vrai lien dans S de Sciences entre les chercheurs du CNRS et la médiation derrière que tu vas faire. Enfin, c'est un vrai lien entre les deux, quoi. Ouais, sur ce projet-là, mais même sur d'autres projets que j'ai, l'idée c'est vraiment d'aller au contact des chercheurs, donc lire... Quand je vais écrire sur une publi, quand je vais faire un épisode sur une publi, je vais feuilleter la publi lire la publi et aller voir le chercheur pour discuter avec lui. Ça commence toujours par un Skype en général ou un coup de fil pour dire comment vous avez vécu votre recherche, comment vous avez l'habitude de la vulgariser, parce que des fois ils ont aussi des habitudes comme ça. Et puis j'aime bien savoir comment eux l'expliquent. Mais en leur disant pas besoin de faire 1000 vulgarisations quand vous me l'expliquez, je me charge pas d'en faire. C'est ça. Et après l'idée c'est que eux me corrigent mon texte si jamais il y a des erreurs scientifiques. Ce qui fait que l'avantage c'est que les chercheurs sont totalement ancrés dans le processus. Non, c'est cool. Et qu'est-ce qui a fait que tu préfères la vulgarisation à la recherche brute, à la recherche moi c'était une question de curiosité. Vraiment. Ouais. J'ai vu même en rédigeant ma thèse, que quand je faisais tout l'état de l'art, que il y avait plein de trucs qui m'intéressaient et puis quand je faisais des activités de médiation ailleurs, à chaque fois il y avait plein de sujets que je trouvais intéressants et j'avais plus envie d'apprendre des choses régulièrement que de continuer à quand même apprendre des choses, mais dans un sujet ultra précis. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût des sciences à la base? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens, je vais faire des études de sciences et tout, genre. Est-ce qu'il y a un truc où c'est... Après je suppose que c'est plein de facteurs, hein, mais honnêtement c'est dur, hein, comme T'as pas donné un microscope quand t'étais petit? Je regardais beaucoup C'est pas sorcier, j'avais un télescope, un microscope, oui. Je pense que... Non mais ce qu'il y a c'est que c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont regardé les mêmes choses que nous, C'est pas sorcier, qui ont magique, qui ont eu le microscope, le kit de chimiste, et puis il y en a qui l'ont amené beaucoup trop loin, quoi. En même temps, est-ce que Brubru serait pas l'icône des jeunes? C'est le C'est pas sorcier de notre génération. Non mais en plus c'est pas forcément... Je rougis, je reviens.
Mais non, c'est bon. Reste donc. Mais tu vois, à côté de ça, j'ai fait des dizaines d'années de théâtre, une dizaine d'années de théâtre. J'ai lu beaucoup de bouquins. J'aurais pu aussi me dire, je fais des études dans ce côté-là. Ouais. Pas de... Donc, je sais pas exactement. Ok. Mais en vrai, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai fait plein de disciplines différentes, donc je pense que avant d'arriver à la géophysique. On prend une question sur le chat. Oui. Parce que là, il y en a une qui est... c'est quoi les implications de pouvoir prédire les mouvements des plaques dans les prochains millions d'années? J'ai l'impression que tu as déjà répondu à ça. Alors, les implications... quel est pour comprendre les mouvements du passé. En fait. À quoi ça sert? Ça sert pas à grand chose. Hein, en fait, l'idée c'est une double idée, c'est que si on arrive à faire un lien fort entre les mouvements de surface et l'état en profondeur, ça nous permet d'un côté d'aller dans le futur et de prédire. Donc évidemment, c'est à des échelles dans le futur. D'aller dans le futur, la prévision théorique de la Terre, d'aller dans le futur. On va se faire sponsoriser, moi je te le dis. Mais évidemment, on sera tous morts à ce moment-là, donc ça nous intéresse pas forcément. C'est dommage. Mais il y a des applications en couture plus concrètes. C'est effectivement de comprendre aussi le passé de l'intérieur de la Terre. Et par exemple, de savoir où est-ce qu'il y a eu différents climats, et par exemple, des endroits où il y aurait des gisements, voilà. Donc oui, il peut y avoir des applications, mais genre tellement lointaines que... Donc ça va intéresser Total. Mais voilà, il y aurait éventuellement, tu vois, Total pourrait être intéressé par ce type de... Donc tu serais prête avant... Donc tu n'étais pas prête avant ton âge. Moi, je n'étais pas prête... Non, mais même notre choqué dessus. Le projet lui-même, auquel je participais, était justement totalement indépendant et financé par l'Union européenne, mais était vraiment dans la théorie et pour faire avancer les connaissances. Mais c'est ce type de projet-là qui continue aussi et qui peut être intéressant pour des applications, mais en général, elles sont très lointaines.